Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y'a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Yes, sir. Épisode 33. Troisième épisode de la série de 4 sur la culture québécoise. Arsenal culturel québécois. Aujourd'hui, on parle de littérature. Le dernier épisode, je terminais avec les mots, les tristes paroles, très solennelles, paroles de René Lévesque qui nous disait à la prochaine fois. Je pense que je le citais tout croche, là, by the way. Là. Je pense que ce qu'il dit, c'est si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. C'est ça qu'il dit. À toutes les fois que je regarde la vidéo, juste une petite aparté là, avant de commencer. Je pense tout le temps, tu sais, à la prochaine fois, c'est le référendum de 95. C'était ça, la prochaine fois. Mais là, j'ai eu comme un réflexe un peu bizarre parce que j'étais allé voir, tu sais, en tout cas, c'est que, tu sais, j'ai souvent l'habitude d'aller voir, par exemple, des vidéos, les mêmes vidéos qui m'émeuvent. Par exemple, le Standing Ovation de Maurice Richard au Forum en 96. Quand le dernier match au Forum, tu sais. Puis, tu sais, je dois retourner à cette vidéo-là à peu près au mois. Là. Juste, je regarde ça, ça dure, si je broille pendant 10 minutes. Puis, c'est juste, c'est très québécois. Là. C'est tout le temps des moments qui sont très québécois. C'est pour ça que ça m'émeut. Puis, en regardant le speech de Lévesque, j'ai eu le même réflexe de me dire d'aller écouter la prochaine fois. Comme si dans ma tête, Lévesque, pendant un instant, là, ça avait changé l'histoire. Là. J'ai comme, tu sais, étant donné que l'humoriste là, qui se fait applaudir pendant 9 minutes, c'est comme une consécration. Il a connu une grande carrière, c'est le plus grand joueur de l'histoire du hockey. T'sais. Fait qu'en écoutant Lévesque, là, j'ai pensé au référendum comme si c'était. J'allais aller voir la vidéo la vidéo de 95. Puis que ça allait me donner. J'allais pouvoir aller chercher une source d'émotion comme quand je vais voir la vidéo de Maurice. Mais non. Parce que le référendum, on l'a perdu. En fait, ils l'ont perdu, puisque moi, j'étais même pas né. Mais c'est triste de réaliser ça parce que j'aurais pu naître dans un Québec souverain, tu sais, ça aurait pu être écrit nationalité québécoise. Puis j'aurais pu, dans le fond, quand je regardais le speech de Lévesque l'autre jour, j'aurais pu, si on avait gagné le deuxième, j'aurais pu retourner à cette vidéo-là. Mais la vidéo, il n'existe pas, mais j'aurais pu retourner aux archives du référendum de 95, puis j'aurais pu regarder notre victoire encore et encore. Que j'aurais même pas témoigné de mon vivant, mais j'aurais pu être là. Ça aurait pu être une vidéo que je vais voir pour brailler, tu sais, tout le temps. Mais non, ça n'existe pas. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir non seulement brailler en retournant le voir, mais brailler la journée qu'on va l'avoir, le pays. Mais en tout cas... Anyway. Littérature. Bleu littérature aujourd'hui. 5 livres, tous différents les uns des autres. Du roman du terroir à la poésie. En fait, un petit astérisque sur la poésie. Il y a eu un changement au programme. On passe par l'essai politique, le pamphlet. Tout le monde y passe. Encore une fois, c'est mes canons. C'est mon top 5. C'est pas les 5 plus grands livres de l'histoire. C'est pas ça que j'essaie de dire, pas en tout. C'est pas non plus... je veux dire, je suis pas un expert en termes de littérature. J'ai lu quelques livres. Mais c'est ça. C'est mes canons. Ça aurait pu être d'autres. Mais moi, si tu me poses la question, quel livre lire pour en apprendre plus sur la littérature québécoise, c'est à ces 5-là que je pense. Fait que, pour en apprendre 5 livres pour apprendre plus sur la culture québécoise, je rappelle le but de ces 4 épisodes-là, c'est ça. C'est
consommer comme produit culturel québécois, artistique, pour en connaître plus sur la société et la culture québécoise. Je bois une bière, c'est rare, mais là, c'est parce qu'il y a une game du CH en même temps. Fait que je vais faire des pauses, là. Là, c'est entre le milieu de la 1 puis la 2. À un moment donné, il m'a coupé. Puis, on va recommencer après ça. Mais ça paraîtra pas, tu vois, ça va être slick au bout. Anyway. C'est ça. C'est que ça. Je disais, j'ai aucune prétention à dire c'est les 5 plus grands livres. C'est pour ça que je parle. Je le répète, là, je viens me backer pour pas avoir l'air d'un fin finaux, là. C'est ça. Puis, encore petite précision, comme j'avais dit, là je parle, si j'ai l'air ça a l'air d'une vidéo, d'un tutoriel, là, tu sais, des Américains qui parlent là, sans arrêt. T'es comme, Chris, montre-moi, man, comment craquer Photoshop. Ça ressemble à ça, ce que je fais, mais en tout cas, c'est des disclaimers, là, comme on dit. Comme j'avais dit dans mon introduction du premier épisode, pour les livres, le critère de la modernité, il est laissé un peu de côté, parce que c'était ça, la modernité, c'était le mot d'ordre, là, souvent. Mais c'est juste, là, on délaisse un peu la modernité juste parce que je pense que la littérature a une histoire beaucoup plus longue, premièrement, puis bien différente que celle du cinéma puis de la musique, comme on le voit dans le prochain épisode. À l'époque où on écrivait des chefs-d'œuvre de la littérature québécoise, on regardait Aurore, c'était quasiment même pas sorti, tu sais, où on écoutait Aurore, là, tu sais, puis la Bolduc, puis ces affaires-là. Fait que, tu sais, on n'était pas au même niveau de littérature à la même époque. Fait que c'est pour ça que j'ai des titres qui sont plus vieux. Je veux pas dénigrer Aurore ou la Bolduc, là, mais qu'on le veuille ou non, Aurore, c'est vraiment pas si bon que ça. Puis la Bolduc, ben, c'est du folklore, puis c'est la musique quasiment. C'est même des chansons à répondre. Tu sais. Je pense pareil que ces bouts d'histoire-là sont importants, là, la Bolduc puis Aurore, c'est important, mais je veux dire, c'est ça, tu sais, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Mais la Bolduc puis Aurore sont un peu moins... ils ont un peu moins rapport si notre but c'est d'aller chercher des produits culturels modernes. Là, ça sonne un peu paradoxal parce que je délaisse la modernité pour la littérature. Je viens d'expliquer pourquoi. C'est juste c'est ça. C'est pas la même affaire, la littérature et le cinéma. La littérature, c'est bien plus vieux. On comprend. Bon. Donc, premier livre. J'en ai déjà parlé en plus, mais je le répète. Selon moi, c'est le livre le plus simple d'entrée de gamme là, pour le néophyte, pour quelqu'un qui lit pas. Menot, maître d'aveur de Félix-Antoine Savard en 1937. Je veux dire, on n'a pas le choix de dire que c'est un bon livre. Vous embarquez dans le bateau, c'est la meilleure affaire. D'ailleurs, je vous réfère à l'épisode 17 si vous voulez un autre, encore moi qui parle de ce livre-là. C'est vraiment pas long comme bouquin. Là. C'est un livre qui se lit au secondaire ou au cégep. Là. On l'a sûrement même tous lu au cégep ou au secondaire. Ça n'a rien d'une brique épeurante. Puis, c'est ça, comme je disais, pour ceux qui ne se considèrent pas comme des grands lecteurs, là, premièrement, je vous dirais, petite parenthèse, là, c'est bien correct, mais commencez à lire. Surtout si vous avez des ambitions de connaître la culture, puis d'en parler, puis d'être des hommes de culture, là, si j'ose dire. Commencez à lire. Lire, c'est la base de toute vie intellectuelle. Ça rend plus intelligent, tu parles mieux, tu as plus de vocabulaire. Je sais que ça paraît pas tout le temps avec moi. Mais c'est ça. Fait que commencez à lire. Je veux pas avoir l'air de Émile Roy là, qui lit des livres pendant la quarantaine. J'ai lu 40 livres en quarantaine. En tout cas, je veux pas sonner comme lui là, qui est comme moi j'aime lire, puis mon père c'est Patrice Roy, mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, lisez, c'est important. Puis, continue la parenthèse, je parle, ben regarde, je parle. Pour ceux qui disent qu'ils sont pas capables de se concentrer parce qu'ils sont TDAH ou qu'ils sont retardés mentaux, non, c'est pas vrai, c'est sûr. Mais peu importe quelle sorte d'handicap vous pourriez avoir pour pas lire, ben combattez votre handicap.
Parce que ça en est généralement pas un si grave que ça. Je pense que oui, là, il y a à certains degrés, ça peut être vraiment dur de lire si t'es vraiment gravement TDAH. Mais je veux dire, je sais que pour du monde, lire, c'est tough puis ça lève le cœur. Mais je veux dire, lire, c'est pas nécessairement facile. C'est ça qu'on oublie aussi. Là. C'est pas comme. À l'époque à laquelle on vit, lire, c'est pas le seul passe-temps. Puis c'est pas le passe-temps le plus le fun. Fait que c'est pas tout le temps. C'est bien plus facile de checker Netflix, là, tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre. Relire 2 fois le même paragraphe, 2 fois la même ligne parce que t'es tombé dans l'une, ça se peut. C'est pas grave. Relis-le puis continue. Je veux dire, moi-même, je suis TDAH diagnostiqué qui a été médicamenté pendant tout mon secondaire puis une partie de mon primaire, là, quasiment 10 ans. J'ai arrêté ça il y a environ 5 ans parce que je suis arrivé en ville puis en tout cas, peu importe là, l'histoire, j'ai arrêté de prendre des pilules de TDAH, là, by the way, c'est de la petite merde. Mais là, c'est comme faire du sport. Là. C'est comme tout. Pour du monde, c'est naturel, puis pour d'autres, ben, faut que tu te pratiques. Mais à un moment donné, man, tu finis par la sniper top net, puis bar down, ça revole, puis c'est à force de pratiquer, man, tu deviens bon. Fait qu'il faut se pratiquer à lire. Lire, c'est pareil que sniper des pucks top net, c'est la même affaire. Fait que pratiquez-vous, ça se peut. Fait que. La game, tu recommencer? Non. Fait que pour revenir à Menot, c'est un livre facile à lire. Mais c'est pas juste ça. C'est aussi un maudit bon puis beau roman du terroir. Ça raconte l'histoire d'un vieux draveur qui a eu un seul fils puis une seule fille. Puis sa fille, elle s'en va pour se marier avec un espèce de colonisé qui travaille pour les Anglais. Fait que là, le Menot, il est bien déçu. Puis là, à un moment donné, Menot part pour faire la drave dans le bois avec son fils. Puis il arrive une tragédie. Je ne veux pas en dire plus juste pour pas vous donner la fin. Là. Ben, c'est pas la fin du livre, ça arrive pas mal au début même. Là. C'est plus l'histoire après. En tout cas, il arrive une tragédie. On voit un peu où ça s'en va. Là. Puis les thèmes tournent tout autour de l'héritage familial, puis surtout de la préservation du territoire. Là. C'est quasiment ça qui est en question. Parce que le territoire de Menot est menacé par l'ennemi anglais dans le livre. Mais écoute, la deuxième moitié du livre est tout simplement incroyable. C'est choquant, c'est triste, c'est émouvant. Écoute, j'ai lu la dernière phrase de ce livre-là, puis j'ai pleuré, direct. Je niaise même pas. Fait que Menot, c'est important, premièrement, parce que c'est facile à lire. Fait que c'est un livre facile d'accès. Mais ça raconte le pays, la terre, la nation. Comment l'oppression anglaise a tenté et tente toujours de nous chasser puis de nous éradiquer. Fait que là, si j'ai pas. Ouais, je vais le faire après. Je vais mettre un extrait. Menot était assis à sa fenêtre et replié sur lui-même. Et tandis que, tout autour, comme une couverture qu'une femme étale sur un lit, s'étendait la grande paix dorée du soir, il écoutait les paroles miraculeuses. Nous sommes venus, il y a 300 ans, et nous sommes restés. Nous avions apporté d'outre-mer nos prières et nos chansons. Elles sont toujours les mêmes. Nous avions apporté dans nos poitrines le cœur des hommes de notre pays, vaillant et vif, aussi prompt à la pitié qu'au rire, le cœur le plus humain de tous les cœurs humains. Il n'a pas changé. Nous avons marqué un plan du continent nouveau, de Gaspé à Montréal, de Saint-Jean-d'Iberville à Longava, en disant, ici, toutes les choses que nous avons apportées avec nous, notre culte, notre langue, nos vertus et jusque nos faiblesses deviennent des choses sacrées, intangibles et qui devront demeurer jusqu'à la fin. Autour de nous, des étrangers sont venus, qu'il nous plaît d'appeler des barbares. Ils ont pris presque tout le pouvoir, ils ont acquis presque tout l'argent, mais au pays de Québec. Comme si l'ombre s'était soudainement apaisée sur ces mots, la voix de Marie s'était mise à hésiter. Mais au pays de Québec? Elle se pencha sur le livre et reprit d'une voix forte. Mais au pays de Québec, rien n'a changé. Soudain, Menot se dressa sur son siège comme si ce qu'il venait d'entendre eût ouvert là, sous ses pieds, un gouffre d'ombre. Rien n'a changé, grommela-t-il, violemment à coup sec,
Il secoua sa pipe sur son talon, s'appuya un instant au cadre de la fenêtre, regarda du côté des libres montagnes qu'on pouvait encore distinguer au loin, puis, pour chasser les pensées des ténèbres qui l'envahissaient, il plongea dans la braise de son poêle un éclat de cèdre avec lequel il alluma sa lampe. Et tandis qu'il cherchait à démêler les pensées qui surgissaient au fond de lui-même, « Continue dans ton livre, dit-il à sa fille. » Elle reprit. « Rien ne changera parce que nous sommes un témoignage. De nous-mêmes et de nos destinées, nous n'avons compris clairement que ce devoir-là, persister et nous maintenir. Et nous nous sommes maintenus, peut-être afin que dans plusieurs siècles encore le monde se tourne vers nous et dise « Ces gens sont d'une race qui ne sait pas mourir. » Le regard de Menot s'était enflammé. « Assez, dit-il à sa fille. » Elle laissa le livre tomber sur ses genoux. « Une race qui ne sait pas mourir. » Voilà maintenant que cette parole flambait dans l'humble maison comme un feu d'abattis dans la clairière du printemps. Avec ferveur, Menot répéta « Une race qui ne sait pas mourir. » Voilà, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. Ça, je pense que c'est le début, ouais, c'est ça, c'est le début que je viens de lire. Fait que Melo, c'est pas long, c'est beau. Puis tout est là. Bonne lecture. Oh! La game t'a recommencé. Ok. Pause. Ok, on reprend. Bon, hey, deuxième période, deuxième moitié de deuxième période, c'est rendu 2-2. C'était 2-0, Winnipeg, 2-0, 2-2, Canadien. Un peu d'avantage numérique, on s'en calisse. De toute façon, mec, si je publie ça, si on va être rendu dans les playoffs. Fait que, anyway, on reprend. J'étais rendu au deuxième titre. On venait de finir avec Menot. On venait de finir. C'est comme si on avait pris un break, mais dans le fond, au montage, c'est comme ça fait 0 secondes. En tout cas. OK. Donc, à Ouachat. 30 arpents de ringuet. Ben oui. Écoute, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 22. Fait que si vous voulez aller voir l'épisode 22, allez-y. Mais 30 arpents de ringuet, c'est comme le niveau 2 le deuxième niveau là, de Menot. C'est pour les plus ambitieux, mais je veux dire, pour eux autres qui n'ont pas peur des livres plus gros, mais en même temps, je veux dire, c'est pas fuck, c'est pas la recherche du temps perdu, là, ça se lit bien, là, c'est peut-être c'est genre c'est ça là. Genre c'est pas l'enfer. 320 quelques pages. Écoute, ça se lit bien. Au pire, lisez-le, puis ça va juste prendre un peu plus de temps. Je parle vraiment du monde. Regarde, lire, des fois c'est long. J'ai dit c'est pas facile. Fait que lisez, apprenez à lire. Un livre long, ça va juste prendre plus de temps. Il y a un livre que je lis là, en ce moment. Là, je l'ai commandé sur 4 mois. Je lis pas souvent, je lis une fois de temps en temps. C'est long. Mais regarde, c'est pas grave. Je finis ma année. Fait que c'est ça. Donc, 30 arpents, c'est un autre roman du terroir. Je dis, c'est Ringuet qui a écrit ça en 1938. L'autre, on était en 1937. Fait que c'est très proche. C'est des Français qui ont écrit ça. C'est des Français qui étaient venus au Québec qui ont écrit ça. Félix-Antoine Savard, c'était un Français. Lui qui a écrit Maya Chapdelaine, Louis Héron, c'est un Français. Ringuet, c'est un Français. En tout cas, 30 arpents, ça raconte l'histoire. C'est la vie complète de Eucariste Moisan, qui prend possession de la terre de son oncle, je pense. Je crois que c'est son oncle, si ma mémoire est bonne. Lui, il était orphelin, enfin de même. Il pogne la terre. Puis il a une grande famille. Il se fait léguer. Là, il lègue ça à un de ses fils, parce que lui est rendu trop vieux. Puis... mais lui, il finit pas là où il a commencé. C'est ça qui est triste. C'est comme... Est-ce que ça finit mal, là? Mais c'est parce qu'il s'en va habiter, il a eu plusieurs fils, puis il finit par aller habiter chez son autre fils aux États-Unis. Puis c'est ça, l'histoire des 30 arpents, c'est l'américanisation du Québec. Là, comme j'ai déjà parlé de ça dans l'épisode 22, vous pouvez aller voir l'épisode 22 pour plus de détails. Quand il finit par se trouver une petite job au States, c'est de la merde. Mais c'est triste, t'es comme, aïe, le pauvre fermier. Il était-tu bien, genre? Puis là, ah non, c'est de la merde. Ah, je te dis, c'est tragique, là. Au dos du livre, il y a Denis Arcand qui en parle, puis il compare ça là, à Tolstoï. Puis écoute, c'est
un chef-d'œuvre, là, cette affaire-là. C'est juste pauvroyable, là. Ah, c'est triste. C'est ça, c'est l'américanisation du Québec qui est en question. On parle du territoire, de la famille. Et le thème majeur puis tragique qu'il faut retenir, c'est l'hégémonie pernicieuse des États-Unis qui nous rend tous les jours un peu plus colonisés. C'est ça. Puis c'est encore présent aujourd'hui. Puis c'est juste ça. T'sais. Je pense que les games de recommencer. Fait qu'allez voir l'épisode 22, je vais pas m'éterniser. Vous pouvez aller voir l'épisode 22, mais j'en parle. Tout le monde ne l'a pas écouté l'épisode 22 avant. Là. 30 arpents, là, vous êtes au courant. Fait que. C'est ça. Ces deux livres-là du terroir, pourquoi je pense qu'ils aident à comprendre la culture québécoise, c'est surtout pour ce que ça raconte historiquement. Ça met bien dans le bain de c'était quoi l'ancien temps, là, de l'ancien temps qu'on connaît pas, là, l'ancien temps en noir et blanc, puis même encore peut-être pas en noir et blanc. Là. L'ancien temps de le temps que c'était pas éduqué puis que ça vivait ses fermes. Là. C'est surtout pour ça que c'est le fun. C'est les romans du terroir. Puis c'est ça, c'est de la fiction, mais c'est ça. Je veux dire, ça aide à comprendre la société, pareil, ça jette les bases pour développer un sentiment d'appartenance, une identité, un amour pour le Québec, pour le territoire. Savoir d'où ça vient, le Québec aussi. C'était quoi le Québec d'avant la modernité, d'avant la Révolution tranquille, tu sais. C'était pire. C'était ici que ça allait pas bien. Là. Fait que je vais lire un extrait directement là. D'un mouvement égal et continu, le fil des jours s'enroule sur le fuseau de l'année. Chaque aujourd'hui recouvrant un hier. Un écheveau terminé, le rouet du temps recommence un autre, sans interruption. Les soleils se succèdent, le ciel fondant la neige et libérant la terre, puis la terre poussant vers le ciel les tiges nées de la bonne chaleur de juin, où les rayons tombent presque d'aplomb sur les sillons et éclatent la semence au cœur de la glèbe. Les moissons montent jusqu'à ce que l'homme vienne dérober à l'épi le grain que la nature destinait à la reproduction, mais que l'homme s'arroge et dévore pour prix de sa chétive intervention dans l'ordre des choses. Les saisons passent, changeant la face de la terre sous les yeux de l'homme qui de temps à autre s'arrête, relève sa tête penchée vers elle et cherche dans le ciel, bleu ou couvert, une promesse ou une menace. Les années passent, alternant les nuits et les jours, et déroulant la rotation des saisons en un cycle semblable à l'assolement. Et par les deux cycles, celui des hommes et celui de la nature, la terre, autrement appauvrie, retrouve une nouvelle fécondité. Chez les moisins, comme ailleurs, on a vu des moissons plus grasses, des moissons plus maigres. On a vu des tempêtes dont une a décoiffé la vieille grange, des gels dont certains ont tué les fruits, et une inondation extraordinaire qui a fait de la plaine basse un lac immense, la rivière retrouvant encore une fois ses anciennes rives et son allure de fleuve et en laissant en offrande, après le retrait des eaux, une robe d'humus noir, plus riche que l'or. La maisonnée s'est accrue. Toute femme doit avoir son ombre, et Alphonsine n'y faut point. Après Auguinas, Héléna, qui est morte, et Étienne, sont venus Éphrem, puis une petite qui ne vécut que pour être ondoyée, puis Malvina, puis deux autres morts à quelques mois, et enfin Lucinda, encore au berceau. On atteint le 9e, cela arrive régulièrement, si régulièrement même qu'on pouvait presque compter les années par les naissances. Pourtant, on ne dit jamais ou que rarement, la digue, l'inondation, c'est l'année que Malvina est venue au monde. Mais bien plutôt, Malvina est née l'année de la grande digue, comme on dit toujours. Il y aura tant d'années au foin, aux pommes. Voilà, bon, fait que c'est ça. Je sais plus qu'est-ce que j'ai lu, page 93. Ok, ouais, c'est le début de la deuxième partie, ouais, c'est ça. C'est de 10 ans en 4 parties, printemps, été, automne, hiver. Puis l'été, c'est comme c'est le deuxième quart, là, puis ça va bien, c'est beau. Là. Puis ben l'hiver, ça va pas bien, puis ça finit mal. Troisième livre. Le colonialisme au Québec d'André d'Allemagne en 1966. Donc là, on est l'autre bord. On est l'autre bord de la Révolution tranquille. On est ailleurs. C'est pas un roman. C'est pas un roman pantoute. C'est pas un roman du terroir. C'est pas du tout. C'est même pas un livre. Ça existe même pas. Je les invente toutes. C'est un essai politique
Je pense que pour comprendre la culture québécoise, au même titre qu'il y a des films essais comme Un pays sans bon sens, que j'ai parlé dans le premier épisode, ou Le confort et l'indifférence, il y a des essais tout court. Je veux dire, les essais, ça vient ça vient de l'écriture, ça vient de la littérature, ça vient pas des films à base, évidemment. Puis, un des plus célèbres et plus connus de l'histoire de la société québécoise, c'est Le colonialisme au Québec d'André d'Allemagne. C'est vraiment un incontournable. Si on dirait que je me fais critique de la presse. C'est un incontournable, blablabla. 40 livres en 40 jours. Okay. André d'Allemagne, c'est parmi bien d'autres choses un des membres fondateurs du RIN, le Rassemblement pour l'indépendance du Québec. Non, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Excusez. C'est un des grands intellectuels québécois, puis son livre, Le colonialisme au Québec, en est la preuve. C'est un livre bien simple à comprendre. Là. Pour. Je l'ai pas, il est dans l'autre bibliothèque, mais pour un livre. C'est un essai politique, fait que c'est juste des faits. C'est construit, ça défend une thèse. C'est pas compliqué. C'est tellement clair, c'est concis, ça rend les notions que ça explique bien facile à comprendre. C'est pas épais, là, c'est un petit livre aussi. Fait que, lisez ça. Principalement, ce qui explique, c'est comment que le régime impérialiste, devenu régime colonial, mine l'économie, la politique, la société québécoise depuis 250 ans. Il déboulonne tous les schèmes coloniaux imposés sournoisement. Violemment, même, des fois, pas rien que sournoisement en dessous de la table, juste violemment, des fois, par le Canada. Puis comment, même certains Québécois en viennent à continuer ce colonialisme-là malgré eux. Il explique la différence entre un colonialiste et un colonisé, qui a quand même une petite nuance entre les deux. Un colonisé, c'est quelqu'un qui veut garder ses rocheuses, puis un colonialiste, c'est lui qui va qui colonise, c'est le grand capital, c'est le grand État, c'est le Canada, là, c'est le mode de vie canadien en soi, puis le colonisé, c'est lui qui veut que ça reste, qui est comme, ouais, mais là, faut bien garder nos jobs, faut bien faire de l'argent, c'est ça, c'est un colonisé. C'est Bob Gratton, le colonisé. Puis le livre est structuré de manière bien simple aussi. Les chapitres sont tels que historique du colonialisme, le colonialisme politique, le colonialisme économique, le colonialisme social, le colonialisme culturel. Ensuite, il fait le portrait du colonisé, colonisateur et colonialiste. Ça, il y a colonisateur aussi. Puis, ah oui, ce dernier chapitre, ça ouvre sur les options d'avenir, sur la lutte pour l'indépendance. Puis lui, c'est un fondateur du RIN, fait qu'il était vraiment... Le RIN, c'est le premier groupe politique indépendantiste au Québec, là, tu sais. Surtout de gauche. Parce que les autres groupes avant étaient plus de droite. Il existait une forme de nationalisme avant, mais qui était plus à droite. Mais au final, pourquoi c'est important? C'est parce que c'est un livre, c'est un essai, en fait, pour comprendre la politique réelle, les vrais chiffres. Il y a des tableaux aussi, des fois, les chiffres pour comprendre comment l'indépendance... Puis, pour comprendre comment l'indépendance, c'est un projet d'avenir qui est viable pour la liberté puis la prospérité puis du Québec. Pourquoi qu'on est pauvre au Québec? Puis pourquoi que... il explique pourquoi. Puis c'est principalement à cause qu'on vit dans un Canada coast to coast, mare usque ad mare, qui ne sert qu'à nous détruire. Si je me répète tout le temps, on dirait que c'est une vieille machine. Moi, avoir 50 plus tard, ça va être dégueulasse. On va finir par dire deux mots. Québec, indépendance, Coupe Stanley canadien. En tout cas. Puis, c'est ça sert à comprendre...
factuellement comment que le régime colonial règne en tyran au Québec depuis 250 ans. Je pense pas que personne peut sortir de cette lecture-là pas indépendantiste. Là. C'est juste fâchant de voir ça. Je pense que tout le monde qui est fédéraliste a juste pas lu ce livre-là. Je pense que si tu as lu ce livre-là, c'est automatique que tu switch side. C'est juste bon. C'est juste un très bon livre, bien simple, un essai. Tu sais, des fois, ça peut être compliqué, là, des essais, ça peut être trop théorique, trop c'est ça, trop académique. Ça, c'est simple. C'est simple. Très bonne entrée de jeu en la matière. Fait que c'est ça. Je vais lire une quote, là. Le colonialisme au Québec est essentiellement un phénomène psychologique, une maladie du colonisé à qui l'histoire a fait oublier que son sort dépend de lui-même. Donc, voilà, c'est ça. 4e livre. La liberté n'est pas une marque de yogourt. Pierre Falardeau, 1995. Bon, là, à la base, j'étais supposé enchaîner avec Gaston Miron. Puis son livre L'homme rapaillé. Mais je vais pas y aller. Pas de suite, en tout cas. En fait, c'est que j'ai pensé à quelqu'un d'autre. Entre-temps, Pierre Falardeau. En fait, aujourd'hui même, j'ai fait Chris, j'ai vu le livre de Falardeau, puis là, j'étais comme, hey, fuck, man, faudrait que... Je parlais de Pierre Falardeau dans Speak White dans le 2e épisode, mais là, il a écrit aussi, là. Faut pas oublier ça. Là, j'en vois déjà se fâcher. Il remplace Falardeau par... il remplace Miron par Falardeau. Quel scandale grotesque. Regarde. Pas si vite, papillon, là. En fait, étant donné que je suis pas un grand expert en ce qui concerne Miron, je veux dire, je suis venu, j'ai lu et j'ai vaincu Miron, mais je demeure quand même très dilettante en matière de poésie. Surtout, j'ai quand même un peu de misère encore à lire de la poésie. J'ai pas lu énormément de poésie dans ma vie. Puis, fidèle à mes ambitions bleu cinémaïennes, de rester rigoureux, puis de pas parler de quelque chose que je connais pas, ben j'aurais pas connu cette pauvre faute d'en parler sans savoir vraiment c'est quoi. Fait que j'ai pris la décision d'inviter un de mes chums, Jacques Martin, un de mes compatriotes au mouvement Jeunes Souverainistes, MJS, qui en connaît beaucoup plus sur le cas de Miron que moi. Il a étudié je vais pas dire l'université, il a étudié à l'université en littérature française. Puis c'est ça, c'est un fin lecteur de poésie et puis de littérature dans ce genre-là. Puis j'ai décidé d'enregistrer une discussion avec lui pour qu'on en parle. Puis ok, excuse. Ben, c'est ça, pour qu'il m'explique c'est quoi l'homme rapaillé, puis c'est quoi la valeur de l'homme rapaillé dans la société québécoise. Puis hey man, dis-moi pas. Ok, ouais, hey, c'est arrêté là, je me suis enregistré pas. Puis c'est ça, on a eu une discussion de vrai comme une demi-heure, 45 minutes là-dessus. À savoir pourquoi l'homme rapaillé c'est bon, puis c'est quoi l'homme rapaillé. Puis c'est ça. Mais j'ai eu vraiment envie de parler des écrits à Pierre Falardeau. Fait que je vais juste faire, avec la discussion que j'ai faite avec mon chumé Jacques, je vais juste faire un épisode boni, complémentaire à cet épisode-là. Ça va juste être la discussion que j'ai avec lui, si ça vous intéresse. C'est quand même intéressant si vous êtes écœuré de m'entendre parler tout seul depuis 2 ans. Là, j'ai le dernier invité que j'avais eu, c'était Barbara Ulrich, là, ça va être Jacques Martin. Puis on parle de Miron. Fait que, allez voir, il est en ligne au même moment que l'épisode-là. Puis, c'est ça. Fait qu'allez voir cet épisode-là pour entendre parler de Miron. Pendant ce temps-là, moi, je vais continuer de parler de Pierre Falardeau. Donc, Pierre Falardeau. Avant toute chose, Falardeau, un mot qu'il faut retenir, c'est le mot lutte. Ou le mot combat, peut-être aussi. C'est le mot qui résume la vie de Pierre Falardeau.
D'ailleurs, son mémoire de maîtrise s'intitulait Continuons le combat. Oh! OK. Pause. La game restart. Fait que on vient à Falardeau puis à la lutte dans 2 secondes. Bon. Puisqu'on parle de Falardeau, on va allumer un grand top. Bon. Donc, on en était à Falardeau. Les méchantes ellipses, là, ce qui se passe. Ben oui, les Raptors ont perdu aussi. Ça va pas bien, man. Ça va pas bien! Bon, c'est ça. Je parlais que ce qu'il fallait se souvenir d'un mot, 2 mots, c'était la lutte et le combat. Et là, s'il vous plaît, là. Mon père est encore en retard. Bon, 5 minutes. T'es pas, si la game est finie, on a perdu. Mon père, regarde, mon père, il recule la game, sauver les annonces. Je peux jamais le texter pour lui dire, il y a ça un beau but, parce qu'il est tout le temps en retard. Fait que je le spoil, sinon, en tout cas. C'est quoi. J'avais dit son mémoire de maîtrise s'intitulait Continuons le combat, parce qu'il faut se souvenir que les mots qui résument la vie de Pierre Falardeau, c'est lutte et combat. J'avais parlé de Perrault dans l'épisode d'avant avec Speak White. Mais ses écrits aussi, puisqu'il a fait des films. Pierre Falardeau, c'est un cinéaste, mais c'est aussi un écrivain. Il dit souvent ça en entrevue. Il dit, moi, je suis un écrivain. J'écris. Puis, la liberté n'est pas une marque de yoga. Beau bouquin, quand même assez épais, mais c'est tous les écrits qu'il a écrits dans sa vie. Je pense, là, en tout cas pratiquement tout, fait que c'est pour ça qu'il est un peu épais, mais c'est plein de petits textes, fait que ça se lit un peu comme à la toilette, là, quasiment. Et c'est ça, fait que c'est tout ce qu'il a écrit de ses pamphlets les plus acerbes à n'importe quel article qu'il a écrit dans les journaux, des lettres qu'il a écrit à Téléfilm Canada, une lettre de recommandation même à Richard Desjardins. Des lettres à ses proches, à son père, notamment le premier article, le premier texte, c'est une lettre à son père, c'est touchant au bout. Des discours qu'il a prononcés, des projets de films qui n'ont jamais abouti. Puis même des papiers qui sont plus académiques, si j'oserais dire. Il serait peut-être pas content que je le dise de ses travaux qui soient académiques. Je pense pas que c'est académique, ça représente l'œuvre de Pierre Falardeau. Mais bon, il y a des textes là-dedans qui sont beaucoup plus académiques. Écoute, je perds mes mots, il est un peu tard, là, je me couche de bonheur. Moi. Jacques, dans l'épisode Bonnie avec sur Gaston Miron, disait que c'est en lisant Miron qu'il est devenu souverainiste. Dans mon cas, c'est Falardeau qui a fait de moi un souverainiste. Mon père aussi, mais Falardeau, si j'ai redécouvert le souverainisme à mon cégep environ, quand j'étais au cégep, je savais que j'étais souverainiste juste de facto à cause de mon père, mais après ça, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi c'est important pour de vrai. Parce que j'ai commencé juste à dévorer toutes les entrevues qu'il a données. À Tout le monde en parle, à Radio, à Paul Arcan, à Radio Cadenas, comme il disait. Il a donné beaucoup d'entrevues, puis c'est tous des entrevues tellement intéressantes. Écoute, moi, sa fougue, sa virulence, là, avec la manière qu'il parle, c'est tellement venu me chercher direct là, dans la partie de moi qui l'homme de la Côte-Nord qui m'habite. Là. C'est juste très brut la manière qu'il parle, c'est très populaire. Puis, d'ailleurs, pourquoi qu'il y a bien du monde le disait qu'il le trouvait bien vulgaire. Là. Mais d'ailleurs, il se défend dans un texte en disant que vulgaire, c'est Pierre Perrault qui avait appris que vulgaire, ça venait de vulgus. Puis vulgus, c'est un mot, ça doit être latin, qui veut dire ce qui concerne l'homme. Par exemple, dans l'expression la profanum vulgus.
C'est la masse, les masses populaires, les masses profanes. Fait que c'est les communs des mortels, là, fait que c'est le peuple, dans le fond, un peu. Là. Fait que vulgus, vulgaire, pas nécessairement péjoratif. C'est étymologiquement parlant, ça vient de l'homme, du peuple, des masses. Ça vient de là. Fait que c'est ça, Falardeau, ses entrevues, partout ce qui est allé, c'est toutes des chefs-d'œuvre. Écoutez-les, les entrevues, ça aide à comprendre son personnage. Mais pas son personnage, mais le personnage de Pierre Falardeau. Il est là, il arrive avec sa tope, sa chemise, ses lunettes avec des cordes, sa barbe un peu mal faite. Pierre Falardeau, il est based en salle, dans le fond. C'est fou. Mais ça se reflète énormément dans ses écrits, surtout dans ses écrits très pamphlétaires. Un pamphlet, by the way, c'est une forme de texte, une vieille forme de texte qui était très acerbe, très caustique, qui fessait dans le dash, là, qui était très critique, des gros mots, très agressifs. Arthur Schopenhauer est un bon exemple de pamphlétaire. Là. C'est du monde qui parle avec des mots qui n'ont pas de bon sens, qui critique, c'est très intense. Là, Falardeau était un pamphlétaire, il a écrit beaucoup de pamphlets. Puis d'ailleurs, il en parle souvent, mais c'est ça. Pour moi, Falardeau, c'est un intellectuel populaire. J'aime l'oxymore là, de intellectuel populaire. Tu sais, Falardeau, il a une maîtrise en anthropologie. C'est un anthropologue à la base. Là. Il a lu les gros livres, comme il disait dans ses entrevues. Il dit, je me suis bien rendu compte, arrivé à l'université, qu'il fallait lire des gros livres. Puis, lui, il voulait pas... Tout ce qu'il voulait, c'était pas avoir une carrière dans de métier libéral. C'est-à-dire notaire, avocat, médecin. Fait qu'il dit, il allait en anthropologie. Il s'imaginait aller parcourir l'Amazone. Puis finalement, il s'est rendu compte que c'était lire des gros livres. Puis c'est ça. Mais la symbiose est parfaite entre les deux mondes, là, entre l'aspect très intellectuel de Falardeau puis la partie populaire, vulgaire de Falardeau. Puis ça donne un gars qui se tient droit, qui se bat. C'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'imagine d'un homme ou d'une femme, là, soyons inclusifs, d'un homme indépendantiste ou disons un citoyen indépendantiste. C'est peut-être qu'il était un peu trop hargneux, c'est ce qui a valu beaucoup de critiques, mais au final, c'était un gars qui se tenait douette, puis c'est ça, Falardeau. C'est un gars qui se battait, puis il s'est battu jusqu'à la fin. Puis, dans La liberté n'est pas une marque de yogourt, là, il y a beaucoup de textes, là. Il y en a quasiment, il y en a beaucoup, là. Il doit y en avoir une trentaine, quarantaine peut-être. Regarde, je vais vous en donner 3, 4, 5. Que vous allez, tous les livres, là, vous allez tous les commander sur des libraires ou Renaud-Bré, ou en tout cas, vous allez commander à quelque part, là. Ça, vous allez commander, vous allez aller dans la librairie, vous allez acheter ça. Le premier texte que je vous conseille, ben, c'est le deuxième, je crois, qui porte le titre éponyme de « La liberté n'est pas une marque de yogourt ». La liberté n'est pas une marque de yogourt. Le texte, il parle de son film Le Party, puis de qu'est-ce qu'il a essayé de faire en faisant ce film-là. Puis il explique sa volonté de faire un film brut, loin du cinéma de CLSC. Je cite, est-ce que c'est fort, ça? Un cinéma de CLSC. Christ que j'aime ça. C'est tellement... Ça, c'est des expressions pamphlétaires, là. Pour faire du cinéma de CLSC, moi, là, je fais un film, il se passe dans une prison avec des gars qui sont colons. C'est ça que je fais. Puis, c'est ça. C'est pas très long. Puis, c'est ça. Il explique son film, Le Party, un peu des mots sur le cinéma, comment que un point de vue du cinéma qui se fait au Québec à son époque, puis il embarque pas là-dedans, là, tu sais. Puis
Dans la société bureaucratique de consommation dirigée, décrite par Henri Lefebvre, le pouvoir en arrive à pervertir même le langage. Révolte est devenue une marque de jeans. Jean-Sébastien Bach et la Joconde servent à publiciser le McMart de McDonald's. On a enrôlé Einstein pour vendre des dictionnaires et des rois mages pour vendre des téléphones. Spéculer est une vertu. Les hommes d'affaires sont sacrés. Bienfaiteurs de l'humanité, la chanson n'est plus québécoise, elle est francophone ou mieux, canadienne d'expression française. Même la publicité est devenue un art. C'est ça, c'est fou, c'est bon. Son autre texte que je conseille, c'est L'absurde n'est pas un fantôme. Encore là, un gros pamphlet contre le grand capital anglophone qui prône l'idéologie canadienne complètement absurde, puis comment qu'au Québec on le vit, comment le combat indépendantiste réagit, puis il s'organise face à cette hégémonie-là. Avais-tu... ouais, c'est ça. Je vais citer un bout. Mais revenons un peu en arrière. Ce concept de souveraineté culturelle a d'abord été servi à la sauce Bourassa dans les années 70 pour empêcher le nationalisme québécois de se réaliser pleinement. Il s'agissait d'empêcher l'accession du peuple québécois à son indépendance. Pendant des années, nous a-t-on assez répété que le nationalisme était une idéologie du 19e siècle, une idéologie rétrograde, proche du fascisme, parente du tribalisme. Après nous avoir enfermés depuis la conquête dans un ghetto, on nous a reproché notre idéologie de ghetto. Après nous avoir assiégés et avoir tenté par tous les moyens de nous briser pendant plus de 200 ans, on nous a ensuite reproché notre mentalité d'assiégés. On nous a enfermés dans un parking appelé la Belle Province et on nous a reproché ensuite de vouloir construire un rideau de fer, un mur de la honte. On nous a maintenus dans la marge, séparés, et on nous a accusés de séparatisme. On s'est roulé par terre en attendant parler de québécitude. C'est violent, man. C'est violent, ça fesse dans le Dutch. L'absurde n'est pas un fantôme, c'est que l'absurde, il nous entoure et est omniprésent. C'est ça. Puis un autre texte qui est le consommateur consommé, comme ça qu'il l'appelle. Ah, c'est ça. Ouais. C'est un peu plus long, celui-là. C'est ça, c'est un essai qui est un peu plus... je pense que tu là-dedans. Ouais, c'est ça. Le consommateur consommé, il parle de la banlieue de Châteauguay. Lui, il a grandi à Châteauguay. Mais il explique qu'à l'époque, quand il est grandi, Châteauguay, c'était un village, tu sais, avec... mais il a connu les rangs de Châteauguay, mais il a aussi connu les boulevards avec les bâtisses en plastique, là, tu sais. Puis c'est là que tout son... Mais son je ne vais pas employer mon anglais, mais je veux dire son expérience, mais ses études en anthropologie ressortent. Parce qu'il explique comment la banlieue s'installe, comment en tant que fait social, la banlieue s'organise, de où elle vient. Ça vient des États-Unis, puis à quelle époque elle s'est organisée, puis comment elle s'est organisée au Québec. Il explique notamment que la banlieue elle a connu plusieurs phases, puis qu'elle s'est organisée en parallèle des découvertes technologiques comme le tramway, le train, la voiture. Que par exemple, beaucoup de banlieues, les promoteurs de construction de banlieues étaient financés par des compagnies de pétrole, puis d'automobiles. Puis la banlieue, ben, si tu vis en banlieue, tu n'as clairement pas le choix d'avoir un auto. Parce que t'es souvent loin de ton lieu de travail en ville, puis là, fait que là, le père il a besoin d'un char, la mère a besoin d'un char parce qu'elle reste à la maison. Fait que plein d'affaires comme ça, il déboulonne tout ça, c'est très cartésien. Puis c'est un bon essai, c'est un peu plus long, mais je vous conseille fortement. C'est ça, c'est un petit peu plus long. Mais écoute, c'est très bon. Très bon. Puis les deux derniers essais que je veux vous proposer, c'est deux essais très courts, vraiment courts, sur le cinéma au Québec. Un qui s'appelle « Du cinéma direct aux vues de police ».
des vues comme un film, là, du cinéma direct au film de police. Puis l'autre, l'imaginaire québécois. Le premier du cinéma direct aux vues de police, c'est il dit en exergue au début du texte qu'il y a certaines personnes qui ont pris ce texte-là pour un espèce de manifeste. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu à un manifeste. Là, je m'adresse plus aux fans, aux connoisseurs de cinéma, là, qui connaissent par exemple le Imperfect Cinéma de la Révolution cubaine puis d'Amérique latine, que c'était du cinéma de pauvres là, qui se faisait avec les moyens du bord. Mais il explique un peu ça. Là. Il dit qu'au Québec, on se ramasse à faire des films avec les moyens du bord parce que justement, on a toutes les institutions qui nous empêchent de faire du cinéma. Tu sais. Puis, il explique un genre de modus operandi là, qui est très semblable à d'autres courants qui ont lieu ailleurs dans le monde. Je suis pas surpris de prendre que ça s'est fait prendre pour un genre de manifeste. Mais c'est ça. C'est pas très long, c'est genre 2 pages. Puis l'autre, c'est juste après l'imaginaire québécois. Ouais, c'est vraiment pas long. Ah, parce que ça, il explique que lui, il prend son inspiration dans le réel, puis il dit qu'on comprend pas les réalisateurs ou les scénaristes qui s'installent à leur bureau puis qui se cassent la tête à trouver des intrigues. Il dit, Chris, le réel est rempli de tout. Il dit, je fais juste ça, moi, m'inspirer du réel, tu sais. Mon imaginaire est ancré dans l'ici et le maintenant. Mon imaginaire se construit contre le néocolonialisme, l'impérialisme et le bon goût bourgeois. Le bourgeois et ses dents atrocement blanches. Le bourgeois et son air faussement intelligent. Le bourgeois et son linge affreusement à la mode. Sa peau écœuramment rose. Son char pornographiquement cher. Sa femme et ses enfants prétentieusement blonds et mous. C'est à vomir. Je connais des cinéastes québécois qui se prennent pour des cinéastes allemands. Des cinéastes italiens ou des cinéastes français. Des Américains aussi. Personnellement, comme quelques autres, j'ai choisi d'être un cinéaste québécois. Rien de plus, mais rien de moins. Car l'imaginaire québécois ne se donne pas, il se conquiert de haute lutte. C'est un choix et ça n'a rien à voir avec la langue ou la couleur de la peau. Ici et maintenant. C'est que c'est beau, man. C'est incroyable comme c'est bien écrit. Oh, j'ai pas envie de... Ouais, c'est ça. En tout cas. Fait que, je vous ai donné 5 titres de ce livre-là, de La liberté n'est pas une marque de Hugo, mais lisez-le. Lisez ça quasiment à temps perdu. Ça se lit terriblement bien. La liberté n'est pas une marque de yogourt, l'essai. L'absurde n'est pas un fantôme, le consommateur consommé, du cinéma direct aux vues de police, puis l'imaginaire québécois, puis il y a aussi un texte sur Speak White. Il y a plein de textes, tous les films qu'il a fait et des textes qui accompagnent ça. Il y a du stock, lisez. Puis aussi, oui, la fameuse lettre, là, Salut Alphonse. Alphonse, c'était son père. Ah, c'est touchant, c'est beau. C'est une lettre qu'il écrit son père quand son père est décédé. Est-ce que c'est bon? Fait que, c'est ça. Dernier livre, La grosse femme d'à côté est enceinte de Michel Tremblay. Écoute, je l'ai dit, c'est très cégepien là, comme niveau, mais j'essaye. Je parle aux néophytes en ce moment. Je parle à quelqu'un qui lit pas beaucoup, qui veut lire. C'est ça. Je te dirais pas d'aller lire, asti. Ben, je sais pas, il y a plein d'affaires plus compliquées que ça que je sais même pas, mais tu sais, ça se lit facilement, là, du Tremblay, puis Menot, puis Ringuet, puis Falardeau, puis colonialisme au Québec, ça tient tout en commun le fait que c'est facile. Pas d'excuse, ça je veux dire. Donc, le dernier, j'ai eu de la misère à me décider à choisir des livres, c'était pas nécessairement facile, je suis pas un expert en littérature, comme je l'ai dit. J'en parle le plus simplement, le plus authentiquement possible, en disant pourquoi moi, je pense que c'est important. Puis, c'est ça, j'ai pas de prétention, encore là, je le répète. Puis Michel Tremblay, si on parle de produits artistiques qui en disent long sur la culture québécoise, je veux dire, comment je pourrais passer à côté des chroniques du plateau? C'est juste... C'est un peu comme Menot puis les 30 arpents. C'est le monde rural de l'ancien temps. Les chroniques du plateau, c'est le monde urbain industrialisé de la guerre, là, de la guerre puis de l'après-guerre. Puis j'ai pris La grosse femme d'à côté d'être enceinte parce que c'est le premier des chroniques du plateau.
Ouais, c'est ça. Puis que, en vous donnant le premier, ben, je vous piège à lire tous les autres. Fait que, c'est ça. Ce livre-là, c'est l'est de la ville. Précisément le plateau Montréal, dans le temps où c'était BS, puis que c'était pauvre, puis que c'était pas comme aujourd'hui, où il y avait plein de styles français, puis il y avait pas... Non, c'est pas vrai. J'ai les amis les français. Je chante à Michael. Michael, ouais, il est français, il vient de Montpellier, je pense. Non, il vient pas de Montpellier. Allez, oui. Mais c'est ça, où les loyers dans le temps n'étaient pas à 1000$ au moins. Puis où ça parlait pas anglais dans un commerce sur deux. La grosse femme d'à côté, c'est la rue Fabre, entre Saint-Joseph puis Mont-Royal. Entre Saint-Joseph puis Parc-la-Fontaine, devrais-je dire. Puis ça raconte la vie d'une gang de voisins, bien comméreux. C'est une journée dans la vie de ce monde canadien, montréalais, là, pauvre comme la gale, au printemps, en mois de mai 1943, pendant la guerre. C'est ça que ça raconte. Fuck, man. Si j'ai dit que j'ai arrêté de roter, puis là, je rote. C'est parce que c'est la bière. C'est pour ça que j'avais arrêté de boire pendant les podcasts. Excusez-moi, là. Excusez-moi. J'essaie d'avoir du bon contenu, mais ça, c'est de l'extra contenu, là. C'est extra textuel. Ça fait partie des fois. J'ai écouté la game de hockey, puis on a perdu, vu que je suis fâché. Mais non, pour revenir à la grosse femme d'à côté, c'est juste tellement charmant. Les personnages sont tous adorables dans tous leurs défauts. L'histoire se passe sur une journée, c'est 24 heures, du matin au soir. L'histoire principale tourne autour d'une grosse femme enceinte qui est trop grosse pour bouger, qui est clouée à son lit d'une maison avec une grande famille. Ils sont à peu près 10 là-dedans, ça n'a pas d'allure. Une famille de fous, là. C'est carrément l'ancêtre des bougons, là, de ce genre de famille québécois là, qui restent tous ensemble et qui n'ont pas d'allure. Mais pas mal plus fins que les bougons, il faut le dire. Ben, c'est des vieilles madames aigries, des prostituées mélancoliques, un chat qui s'appelle Duplessis, des tricoteuses comméreuses invisibles, une autre prostituée mais retraitée puis diabétique puis unijambiste, puis les enfants de la famille qui jouent au Parc La Fontaine. Ah, puis aussi un oncle gay, mais qui est encore dans le garde-robe. C'est ça, c'est les personnages qui sont mis en scène dans La grosse femme d'à côté. La grosse femme enceinte d'à côté, enceinte de la maison d'à côté. Non. Puis c'est ça, man. C'est juste tellement nice. C'est juste tellement beau. C'est doux. Ça fait tellement du bien lire ça. Ça finit bien en plus. C'est juste parfait. Genre, c'est tellement le fun de lire ça. Puis il y a un bout. Écoute, je vais le lire parce que j'ai envie de le relire. C'est une des il y a deux prostituées, une qui s'appelle Mercedes, l'autre s'appelle Béatrice. Puis Béatrice, elle cherche son amie un peu en folie dans le parc La Fontaine. Puis elle trouve pas, puis là elle est en panique, mais maintenant elle s'arrête. Ah, il y a des moments là, où Béatrice, elle s'en va s'arrêter à son école à côté de l'église Saint-Stanislas sur Saint-Joseph, puis elle s'arrête là, puis elle part dans un délire là, mélancolique. Sérieux, j'étais dans le métro, je m'en allais à la job, il était 7h du matin, j'étais dans le métro, puis je lisais ça, puis je pleurais en dessous de mes lunettes fumées, genre. J'étais comme, oh non, c'était tellement beau, là. Parce qu'elle est rendue une prostituée à Montréal, puis elle se souvenait des temps où elle avait grandi dans les pâturages de sa région éloignée d'un pays, puis... Oh man, c'est tellement beau, là, genre, c'est fou, j'étais ému, là. Un moment semblable là, qui arrive où que Béatrice, justement, elle cherche son amie Mercedes, puis elle s'installe, elle essaie de relaxer, là. Puis, c'est ça, là, finalement, elle s'est arrêtée sur le bord d'un arbre pour essayer de se calmer, puis elle s'est réveillée. Donc, c'est ça, elle dit. Elle s'était réveillée trempée, en plein soleil, épuisée, comme au sortir d'une de ces nuits agitées qui fatiguent plus qu'elle ne repose. Elle avait décidé de venir voir le soleil mourir derrière les arbres du parc, et dans le parc La Fontaine. Chaque chose en son temps, comme disait si bien ma grand-mère. Il n'y a rien qui est assez important pour remplacer le seul show gratis que le bon Dieu nous a donné.
Si t'as des problèmes au coucher du soleil, laisse-les tomber puis va te pâmer devant l'orgie de couleurs que ton créateur se paye tous les soirs. Ça console, ça lave, ça purifie. Elle avait bien raison, la vieille Tornon. Le coucher du soleil, c'est comme un coup de couteau qui coupe la journée en deux. Quand tu regardes ça, t'es pas heureux, t'es pas malheureux, t'es petit. Hey. Elle attendait anxieusement ce moment, dans 1 heure, 2 heures, où elle ne sentirait plus rien pendant quelques minutes, ni la peur, ni la peine, ni l'inquiétude, ni cette impression de dénuement devant un problème qui n'était pas si compliqué après tout, mais qu'elle ne comprenait pas et qui la désarmait. Appuyée contre un de ces faux troncs d'arbres pétrifiés en ciment qui servaient d'accoudoir aux promeneurs qui passaient le pont en fausses pierres des champs, encore au ciment, Béatrice chantonnait. Calisse que c'est beau. Quand tu regardes ça, t'es pas heureux, t'es pas malheureux, t'es petit. C'est ça un coucher de soleil pareil, là. Fait que c'est ça, regarde. C'est ça. Je pense que je vais finir ça de même. Je vais résumer ce qu'on vient de passer, là, les 5 livres. Donc, on avait Menot, maître draveur, les 30 arpents, le colonialisme au Québec, la liberté n'est pas une marque de yogourt, et l'homme rapaillé. Puis, la grosse femme d'à côté est enceinte. Fait que, regarde, je pense que si vous avez regardé ça jusqu'à là, vous avez tout ce qu'il faut pour vous embarquer dans la littérature québécoise. Il n'y a pas d'excuse. Fait que je vais finir ça là. On se retrouve pour le prochain épisode et dernier épisode de la série sur les. C'est un épisode de le fun où j'étais avec mon chummy Mike, mon coloc, avec des vinyles, des tables tournantes. On check tout ça. On a 7 albums musicaux. Je suis pas capable de conjuguer ce style d'adjectif-là. De musique des années fin 60 jusqu'à fin 70. Écoute, on les a toutes là. On les passe toutes. On écoute de la musique, c'est un bon podcast, c'est long, on jase les deux. Fait que c'est un rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. Même heure, même pas, ça je me sens comme un gars de radio. Même heure, même pas. On s'envoie lundi prochain la gang. Yes sir, Miller! Yeah!